astronaut. No, he's amateur adventurer Nick Piantanida. Dans le monde des chasseurs de records, là où la gloire et l'abîme ne sont séparés que par un souffle, la mort rôde toujours à l'arrière-plan. Chaque record inscrit dans l'histoire repose sur le courage, l'obsession et une foi presque aveugle en la capacité de l'homme à dépasser les lois de la nature. Mais c'est justement à ce point-là, là où l'être humain se croit invincible, que la tragédie l'attend. Certains défient la mort non pas pour l'argent ou la célébrité, mais parce qu'ils désirent toucher l'impossible. Ils risquent tout pour vivre un instant que le reste du monde ne connaîtra jamais, le moment où l'on devient une légende. Mais que se passe-t-il lorsque cet instant de gloire devient aussi le dernier de leur vie ? Les 6 protagonistes de cette histoire ont cru sans réserve en leurs rêves et l'ont payé de leur vie. Leurs parcours ne sont pas seulement des drames, mais des avertissements gravés dans le destin. Parfois, le prix du triomphe dépasse même le courage le plus extrême. Le premier, Bill Warner, rêvait d'être l'homme le plus rapide du monde. Sur sa moto, il fonça à plus de 480 km/h sur une piste du Maine. Mais à quelques secondes du but, la machine perdit le contrôle. En un éclair, le rêve devint cauchemar. Alex Harville, à peine âgé de 28 ans, voulait littéralement voler. Son saut de plus de 100 mètres devait le rendre immortel. Pourtant, il manqua la rampe d'atterrissage de seulement quelques mètres et s'écrasa violemment sous les yeux du public, un public passé de l'euphorie à l'horreur en une seconde. Audrey Mestre, femme douce et silencieuse, trouva son paradis dans les profondeurs de l'océan. Elle voulait battre le record de son mari, descendre plus bas que quiconque. À plus de 160 mètres, dans l'obscurité absolue, son ballon de remontée se bloqua. La mer se referma sur elle, à jamais. Igarman, médecin de profession, abandonna sa carrière pour poursuivre un rêve. Réaliser la plongée la plus profonde de l'histoire. Il planifia tout avec une précision scientifique. Mais une fois descendu dans les abysses noirs, il disparut pour toujours. On ne le revit jamais remonter. Nick Piantanida, simple chauffeur routier, rêvait du bord de l'espace. Avec un ballon stratosphérique qu'il avait construit lui-même, il voulait sauter de plus de 36 km d'altitude. Mais là-haut, dans l'air mince, son casque se détacha, la dépressurisation fut instantanée. Le corps de Nick se désintégra de l'intérieur. Il ne tomba pas, il s'effaça. Et enfin, Donald Campbell, légende britannique, unique homme à avoir détenu un record de vitesse à la fois sur terre et sur l'eau. Comme son père avant lui, il voyait dans la vitesse la plus haute forme de gloire. Lors de son ultime tentative, son célèbre bateau Bluebird atteignit plus de 480 km/h avant de se soulever, de se retourner et d'exploser. L'impact fut si violent qu'il fut décapité sur le coup. 6 vies, 6 destins, tout mu par la passion, la curiosité et le désir d'être plus qu'un simple nom parmi des millions. Mais ce qu'il cherchait se trouvait au-delà de la limite, là où le corps cède et où la nature reprend ses droits. Ces récits sont le reflet du besoin humain éternel de franchir les frontières, et en même temps, un rappel que le courage et la folie ne sont séparés que par un pas. Peut être que la vraie grandeur ne réside pas dans la victoire sur la mort, mais dans la sagesse de savoir quand s'arrêter. Aujourd'hui, souvenons-nous de ceux qui ont défié le ciel, la mer et la vitesse, et qui ont payé le prix ultime. Leur nom ne figure pas seulement dans les livres de records, mais aussi dans l'histoire de ceux qui ont touché l'impossible et ne sont jamais revenus. Bill Warner, l'homme qui roulait plus vite que le vent, le matin du 14 juillet 2013, le ciel au-dessus de Limestone, dans le Maine, était d'un bleu limpide et le vent presque immobile. Sur la piste de l'ancienne base aérienne de Loring, une petite foule observait un homme en combinaison noire s'installer sur sa moto. Bill Warner, 44 ans, se préparait pour la dernière course de sa vie. Dans le monde des records de vitesse, Bill n'était pas seulement un pilote, c'était une légende de la persévérance. Personne ne connaissait les limites de la vitesse comme lui, et personne n'était plus obsédé par l'idée de les dépasser. Ce jour-là, il voulait accomplir l'impossible, battre son propre record du monde. 2 ans plus tôt, il avait atteint 311 000 par heure, plus de 500 km/h, sur sa Suzuki Hayabusa modifiée, parcourant la distance en seulement 5 000. Avant lui, aucun être humain n'avait jamais dépassé les 270 000 par heure. Bill, lui, avait pulvérisé toutes les barrières. 270, 280, 290, 300, puis 310 000 par heure, le tout en une seule journée. Mais pour un homme comme lui, le mot « assez » n'existait pas.
Il voulait franchir la barre mythique des 300 milles par heure en seulement 1 mille, un objectif que même les experts jugeaient irréalisable. Pendant des semaines, il avait démonté, ajusté, peaufiné sa moto dans les moindres détails. Sa Hayabusa n'était plus une simple machine, mais une fusée sur roues, un monstre de carbone et d'acier conçu pour fendre l'air. Ce matin-là, Bill plaisantait avec ses amis. Il disait que ce serait sa dernière course avant de prendre sa retraite et d'organiser ses propres événements de vitesse au Texas. Des mots légers, mais qui résonnent aujourd'hui comme une sombre prémonition. À 10 heures précises, Bill s'élança. Le moteur rugit, la piste vibra, et son corps se coula dans la carlingue comme s'il faisait partie de la machine. Au signal, il ouvrit complètement les gaz. La moto partit comme une balle, si rapide que les caméras mirent plusieurs secondes à la suivre. En un instant, il atteignit 285 milles par heure, 458 km par heure, pas assez pour battre son record, mais toujours une vitesse inimaginable. Tout semblait se dérouler à la perfection, jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne d'arrivée. Soudain, la moto dévia légèrement sur la droite, heurtant un socle en béton de 15 cm. Le choc propulsa Bill à plus de 12 mètres dans les airs. La Hayabusa glissa encore sur plus de 600 mètres avant de s'écraser en un amas de débris. Les secours accoururent immédiatement. Contre toute attente, Bill était encore conscient. Il parlait, respirait et esquissa même un faible sourire. Mais à l'intérieur, tout était détruit. Organes éclatés, os broyés, hémorragie massive. Un médecin dira plus tard, il était déjà mort au moment de l'impact, son corps ne le savait pas encore. Après 75 minutes d'agonie, Bill Warner s'éteignit sur la même piste qui avait fait sa gloire. L'enquête n'a jamais pu déterminer la cause exacte de l'accident. Peut être un pneu éclaté, un problème mécanique ou simplement une rafale de vent au mauvais moment. Mais à une telle vitesse, le moindre détail suffit pour tout détruire. Plus de 10 ans après, son record reste imbattu. Peu osent même s'en approcher. Dans le monde des passionnés de vitesse, on le surnomme toujours Bill Warner, l'homme qui roulait plus vite que le vent. Il avait vaincu toutes les limites, sauf celle du destin. Alex Harville, le saut mortel de 350 et un pied. Un jeudi matin, chaud du mois de juin 2021, le soleil brillait sur Moses Lake, dans l'État de Washington. Sur la piste de l'aéroport de Grant County, des centaines de spectateurs retenaient leur souffle. Au centre de l'attention, un jeune homme en combinaison bleue, casque noir étincelant, Alex Harville, 28 ans, surnommé le pilote du sol. Ce jour-là, Alex n'était pas venu pour une simple démonstration. Il était là pour battre un record du monde, celui du plus long saut à moto de l'histoire, 350 et un pied, soit plus de 107 mètres. Un chiffre insensé, un défi qui semblait défier les lois de la physique. Mais pour Alex, c'était le rêve de toute une vie. Né à Ephrata, une petite ville de l'État de Washington, Alex avait grandi sur une moto. Dès son enfance, il vivait entouré de boue, de poussière et de vitesse. À 16 ans à peine, il avait déjà établi 2 records Guinness, un exploit qui avait fait de lui un prodige. Pour Alex, sa moto n'était pas un simple véhicule, c'était une extension de son propre corps. Son idole était le légendaire cascadeur Evel Knievel, héros américain des années 1970, connu pour ses sauts impossibles. Alex voulait suivre ses traces, aller plus loin, plus haut, plus fort. Il disait souvent « Chaque fois que j'accélère, j'ai l'impression de vraiment vivre. » Quelques jours avant le saut, Alex publia une photo sur Instagram devant la gigantesque rampe fraîchement construite. En légende, il écrivit « I'm getting excited to send this thing. » J'ai hâte d'envoyer ce saut. Personne ne savait que ce serait sa dernière publication. Le 17 juin 2021, lors du Moses Lake Air Show, Alex était la tête d'affiche de l'événement. Le saut était soigneusement préparé. La distance entre la rampe de lancement et celle d'atterrissage dépassait 100 mètres, calculée au millimètre. Mais un détail inquiétait les organisateurs. Alex n'avait jamais testé le saut avant ce jour-là. Il voulait garder toute l'énergie et l'adrénaline pour le moment du direct. C'était une décision fatale. Avant le saut, il fit quelques tours d'échauffement, vérifia la puissance du moteur, puis fit un signe à son équipe. Le bruit du moteur monta dans l'air brûlant. Alex fonça, accéléra à plus de 150 km par heure et son corps se fondit dans la moto. En un instant, il s'envola dans le ciel. Pendant une seconde, tout sembla parfait. La trajectoire, la vitesse, l'équilibre, tout indiquait qu'il allait réussir.
Mais au moment de l'atterrissage, il manqua la rampe de seulement 1,5 mètre. La roue avant frappa le bord du tremplin, projetant toute la force de l'impact directement sur sa poitrine. Un fracas sourd retentit, suivi des cris du public. Le corps d'Alex fut projeté à plusieurs mètres du sol, avant de retomber violemment. Les secours, déjà prêts à intervenir, accoururent aussitôt. Mais c'était trop tard, Alex ne respirait plus. Le guidon avait perforé sa cage thoracique et détruit ses organes internes. Transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, il fut déclaré mort avant son arrivée. La nouvelle fit l'effet d'un choc dans le monde du sport extrême. Alex, qui avait déjà survécu à plusieurs chutes terribles, dont une qui lui avait brisé la jambe, venait de mourir à quelques mètres du succès. Ses proches le décrivaient comme une lumière dans la vie de tous, un mari aimant et un père dévoué de 2 jeunes garçons. Mais derrière ce sourire se cachait un autre Alex, un homme obsédé par l'idée d'aller toujours plus loin, même au-delà du possible. Et cette fois, le ciel était trop haut. On dit qu'Alex n'est pas mort à cause d'une erreur, mais à cause de sa foi inébranlable dans le fait qu'il pouvait voler. Et peut-être, durant cette fraction de seconde suspendue entre ciel et terre, il a vraiment volé. Audrey Mestre, la mort dans les profondeurs de l'océan, parmi ceux qui poursuivent les records du monde, certains défient la vitesse, d'autres la hauteur, et puis il y a ceux qui plongent dans les ténèbres des abysses. Audrey Mestre appartenait à cette dernière catégorie. Une apnéiste franco-cubaine, célèbre pour sa grâce et son audace, qui a plongé plus profondément que quiconque, jusqu'à ce que l'océan avale son rêve. Née en 1974 en France, dans une famille sportive, Audrey aimait l'eau depuis l'enfance. Mais pour elle, la mer n'était pas un simple terrain de jeu, c'était un royaume silencieux où elle se sentait en paix. Pendant ses études de biologie au Mexique, elle rédigea une thèse sur les effets de la pression sur le corps humain pendant la plongée. C'est là qu'elle rencontra l'homme qui allait bouleverser sa vie, Francisco Pipín Ferreras, légende vivante de la plongée libre. Pipín lui fit découvrir la discipline la plus extrême du sport, le no limit, la plongée sans limite. Pas de bouteille, pas de combinaison d'assistance, seulement un poids de 90 kilos pour descendre à des centaines de mètres, puis un ballon gonflable pour remonter. Un sport à haut risque où la moindre erreur est fatale. Audrey apprit vite, trop vite, peut-être. En quelques années, elle devint une étoile montante du monde de l'apnée. En 1999, elle épousa Pipín et ensemble, ils formaient le couple d'or de la plongée libre. Mais derrière les sourires des magazines se cachaient des tensions. Pipín, connu pour son caractère dominateur et son ego colossal, supportait mal que sa femme puisse un jour le dépasser. En 2002, Audrey annonça son intention de battre le record de son mari, 162 mètres, 530 et 1 pied. Pipín accepta de devenir son entraîneur et de superviser tout l'équipement. Le 12 octobre 2002, au large de Bayahibe, en République dominicaine, l'équipe se prépara à un exploit historique. Audrey avait déjà atteint 170 mètres à l'entraînement. Ce jour-là, tout semblait prêt, mais le destin se cachait dans un simple tuyau d'air. À 9h du matin, Audrey prit une profonde inspiration, s'attacha au câble de descente et se laissa aspirer par les profondeurs. En quelques secondes, elle dépassa les 100, 200, puis 500 pieds. La lumière du soleil disparut, remplacée par l'obscurité bleue et le silence absolu. À 170 mètres, elle ouvrit la valve de son ballon pour remonter, mais rien ne se passa. Le mécanisme était bloqué, aucun air, aucun mouvement. Elle tenta de le déverrouiller à la main, mais à une telle pression, son corps ne répondait plus, son oxygène s'épuisait. Quelques secondes plus tard, elle perdit connaissance seule, engloutie par la mer. Il fallut 8 minutes pour que les plongeurs de sécurité la ramènent à la surface. Quand elle arriva sur le bateau, elle ne respirait plus. Pipín tenta désespérément de la ranimer, mais il était trop tard. Audrey Mestre mourut à 28 ans, en essayant de battre le record de l'homme qu'elle aimait. Le drame provoqua un séisme dans le monde de l'apnée. De nombreux experts dénoncèrent les graves manquements de sécurité. Aucun médecin à bord, trop peu de plongeurs de secours, un matériel non vérifié. Et surtout, un fait glaçant, Pipín était le seul à avoir contrôlé l'équipement d'Audrey. Certains parlèrent de négligence, d'autres évoquèrent la jalousie ou l'orgueil. Quoi qu'il en soit, la mort d'Audrey marqua un tournant. Les fédérations internationales interdirent définitivement les compétitions dans la catégorie « No Limits », la jugeant trop dangereuse pour être pratiquée. Mais Audrey ne fut pas oubliée.
son nom devint le symbole de la beauté et de la cruauté des profondeurs. À 170 mètres sous la surface, là où les poumons se rétractent à la taille d'une orange et où le cœur bat à peine 15 fois par minute, la mer reprit ce qui lui appartenait, rappelant à l'humanité qu'il existe des limites qu'il ne faut jamais franchir. Guy Garman, l'homme disparu dans les profondeurs. Si la mort d'Audrey Mestre a révélé la fragilité du corps humain face à la mer, l'histoire de Guy Dog Deep Garman démontre une autre vérité. Même la science et la préparation ne suffisent pas à vaincre l'océan. Guy Garman n'était pas un casse-cou. C'était un médecin ORL respecté du Tennessee, un homme calme, intelligent, méthodique. Mais sous cette apparence tranquille se cachait une obsession, repousser la limite de la profondeur humaine. En 2010, il décida de tout quitter. Il vendit sa clinique, changea de vie et s'installa avec sa famille sur l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines. Là, entouré d'une mer d'un bleu vertigineux, il trouva son nouveau but, établir le record du monde de plongée la plus profonde en scaphandre autonome. Le record officiel à l'époque était de 1090 pieds, 332 mètres. Une profondeur où chaque minute peut être mortelle. Mais Guy voulait aller plus loin, jusqu'à 1200 pieds, 365 mètres, là où personne n'était jamais revenu vivant. Pendant 2 ans, il se prépara avec rigueur. Il étudia les mélanges gazeux, testa des centaines de plongées, nota chaque réaction de son corps. En tant que médecin, il connaissait les risques mieux que quiconque. La narcose à l'azote, la toxicité de l'oxygène, le syndrome neurologique de haute pression, la maladie de décompression. Chaque erreur, même minime, pouvait lui coûter la vie. Le 15 août 2015, à 6 heures du matin, Guy entra dans l'eau au large de Sainte-Croix. La mer était calme, le ciel clair. Plus de 200 personnes participaient à la mission, plongeurs de sécurité, médecins, techniciens et même son fils, qui l'accompagnait jusqu'à une certaine profondeur. Le plan était simple, descendre à 1200 pieds, puis remonter lentement et rejoindre l'équipe d'assistance à 360 pieds, 110 mètres. Le tout devait durer environ 38 minutes. À 200 pieds, l'équipe s'arrêta. Guy continua seul, avalé par le bleu sombre. Sa lampe disparut rapidement dans les profondeurs. 38 minutes passèrent, puis 45. Toujours aucun signe. Sur le bateau, le silence s'installa. Tous regardaient la surface, espérant voir des bulles d'air, un mouvement, quelque chose, mais rien. Après 1 heure, l'espoir s'éteignit. 4 jours plus tard, la police des îles Vierges confirma la tragédie. Le corps de Guy Garman avait été retrouvé au fond de la mer, non loin de la zone prévue. Personne ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Certains pensent qu'il a été victime d'une narcose à l'azote, un état d'euphorie et de confusion qui désoriente les plongeurs à grande profondeur. D'autres soupçonnent une défaillance technique de son équipement. Mais, à plus de 35 atmosphères de pression, un seul détail suffit à tout faire basculer. La communauté des plongeurs fut partagée. Certains le qualifièrent d'imprudent, d'autres de pionnier, un homme prêt à risquer sa vie pour repousser les frontières de la connaissance humaine. Avant son ultime plongée, Guy avait confié à un ami « Je ne veux pas mourir. Je veux simplement savoir jusqu'où l'homme peut descendre avant de cesser d'exister. » Ce matin-là, lorsqu'il disparut sous la surface immobile de Sainte-Croix, nul ne se doutait qu'il ne reviendrait pas. La mer resta calme, indifférente, comme si elle accueillait l'un des siens. Être qu'au fond, dans l'obscurité éternelle, Dog Deep a trouvé ce qu'il cherchait. La réponse à la question que tous les explorateurs se posent, jusqu'où peut aller le courage humain? Nick Piantanida, l'homme qui a défié le ciel. Parmi tous ceux qui ont risqué leur vie pour un record du monde, Nick Piantanida reste sans doute l'un des plus fous et des plus inspirants. Contrairement à ceux qui affrontaient la mer ou la vitesse, lui ne regardait pas vers le sol, il regardait vers le ciel. Et dans sa quête d'atteindre la frontière de l'espace, il a tout sacrifié. Né en 1932 à Union City, dans le New Jersey, Nick montrait déjà enfant une fascination étrange pour les hauteurs. Alors que les autres gamins lançaient des cerfs-volants, lui construisait des parachutes artisanaux. Il en attacha d'abord à des chats, puis à lui-même. Lors de son premier saut du 5e étage, il se cassa le bras, mais au lieu de renoncer, il devint obsédé par la chute libre. Après un passage dans l'armée américaine, Nick mena 1000 vies, chauffeur routier, alpiniste, aventurier, mais surtout rêveur. Son objectif, sauter depuis la stratosphère, là où la Terre commence à courber,
et où le bleu du ciel devient noir. Au début des années 1960, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique rivalisaient non seulement pour la conquête de l'espace, mais aussi pour celle de la gravité. Les soviétiques détenaient le record du saut le plus haut, à 83 000 pieds, tandis qu'un test secret américain avait atteint 102 000 pieds, sans reconnaissance officielle. Nick voulait faire mieux au nom des civils. Il n'avait ni argent, ni équipe scientifique, ni appui militaire. Mais il avait quelque chose de plus fort, une détermination inébranlable. Il écrivit à la NASA, à des ingénieurs, à des sénateurs, à tous ceux susceptibles de l'aider. Et, contre toute attente, plusieurs lui répondirent. Grâce à quelques sponsors, il construisit le Stratojump, une capsule pressurisée en acier et en mousse fixée sous un immense ballon à hélium. À l'intérieur, Nick portait une combinaison spatiale spécialement conçue par une entreprise ayant travaillé avec la NASA, capable de résister à négatif 100 degrés Celsius et au vide de la haute atmosphère. En 1965, il tenta un premier vol, mais des vents violents déchirèrent le ballon à 22 000 pieds. Nick s'éjecta et atterrit miraculeusement sur une décharge. Un an plus tard, en 1966, il remonta à 123 000 pieds, 37 km, plus haut que n'importe quel vol civil. Mais au moment de sauter, le tuyau d'oxygène resta bloqué. Impossible d'ouvrir la capsule. Nick dut se résoudre à dégonfler le ballon pour redescendre. Malgré cet échec, il établit le record du vol en ballon solo le plus haut du monde. Mais pour Nick, ce n'était pas assez. Il voulait tomber. Le 1er mai 1966, la capsule Stratojump 3 s'éleva dans le ciel du Dakota du Sud. Tout se passait bien. À 57 000 pieds, 17,5 km, la voix de Nick résonna soudain dans la radio. Emerg, puis plus rien. Un sifflement, un bruit d'air, puis le silence total. L'équipe au sol coupa la corde et la capsule redescendit doucement sous parachute. Quand les secours arrivèrent, ils trouvèrent Nick inconscient mais vivant. Sa visière était ouverte, son masque arraché. Les experts estimèrent qu'il avait probablement soulevé sa visière pour essuyer la buée ou régler l'oxygène, une erreur fatale. À cette altitude, la pression atmosphérique est 20 fois plus faible que sur Terre. En quelques secondes, la décompression provoqua l'éclatement de ses tissus et de ses vaisseaux sanguins. Nick fut transporté à l'hôpital dans le coma. Il ne se réveilla jamais. Après 4 mois, il mourut sans reprendre conscience. Sa mort bouleversa le monde scientifique, mais son travail ne fut pas vain. Des décennies plus tard, en 2012, Felix Baumgartner réalisa son célèbre saut depuis 128 000 pieds, basé en partie sur les calculs et les concepts de Nick Piantanida. Aujourd'hui, Nick est considéré comme l'homme ordinaire le plus extraordinaire, ni astronaute, ni militaire, ni ingénieur, mais un rêveur convaincu que le ciel n'était pas une limite, mais un commencement. Il n'a jamais pu effectuer son saut, mais son rêve continue de flotter quelque part entre la Terre et l'éternité. Donald Campbell, l'homme décapité à 300 000 à l'heure, alors que Nick Piantanida rêvait du ciel, Donald Campbell choisit l'eau, une surface calme en apparence, mais capable de déchaîner une puissance meurtrière. Il fut la légende britannique de la vitesse, le seul homme dans l'histoire à avoir détenu à la fois le record du monde de vitesse sur Terre et sur l'eau, et celui qui trouva la mort en voulant battre son propre record. Né en 1920 et assuré, en Angleterre, Donald grandit dans une famille où la vitesse était presque une religion. Son père, Sir Malcolm Campbell, avait établi 13 records du monde. L'enfant fut bercé par le rugissement des moteurs et le parfum de l'essence. À la mort de son père en 1948, Donald jura de reprendre le flambeau et de le dépasser. Il commença avec le Bluebird Kate, le bateau de son père, mais son ambition dépassait tout ce qui avait été fait. Il voulait briser les lois de la physique. Après des années d'essais, lui et son équipe conçurent le Bluebird Xept, un hydroplane à réaction en aluminium, affûté comme une flèche, conçu pour dépasser les 500 km/h sur l'eau. Entre 1955 et 1964, Campbell domina le monde des records. Il établit 7 records de vitesse sur l'eau, puis, en Australie, il atteignit 403 000 par heure, 648 km/h, sur Terre, devenant ainsi le premier homme à détenir les 2 records la même année. Mais Campbell ne connaissait pas la satiété. Toujours en quête de plus, il annonça son nouveau défi, atteindre les 300 000 par heure, 482 km/h, sur l'eau, un exploit jugé insensé même par ses proches.
Le 4 janvier 1967, au Coniston Water, dans le nord de l'Angleterre, les conditions étaient parfaites. Pas de vent, un lac calme comme un miroir, un ciel clair. Campbell, homme profondément superstitieux, choisit ce jour parce que ce n'était pas un vendredi jour qu'il considérait comme maudit, et il emporta, comme toujours, son porte-bonheur, un petit ours en peluche nommé Mr. Wapit. À 8 heures du matin, le Bluebird Accept rugit sur l'eau. Lors de sa première tentative, il atteignit 297 milles par heure, 478 km par heure. Mais pour qu'un record soit homologué, il fallait un deuxième passage dans le sens inverse. Donald prit le micro et dit calmement « L'eau n'est pas idéale, mais je continue ». Il accéléra à nouveau, 280, 290, puis 320 milles par heure, 515 km par heure. Mais à une telle vitesse, il suffit que l'avant du bateau se soulève de 3 degrés pour que la portance le transforme en avion. Les spectateurs virent soudain le Bluebird se cabrer, puis s'élever hors de l'eau. À la radio, Donald cria « Je me retourne ». Une seconde plus tard, une explosion retentit. Le Bluebird se désintégra dans un geyser d'écume et de feu. En un instant, Donald Campbell, l'homme le plus rapide du monde, était mort. Pendant plus de 30 ans, son corps et l'épave restèrent au fond du lac. Ce n'est qu'en 2001 qu'on retrouva le Bluebird à plus de 50 mètres de profondeur. Dans la carcasse, les plongeurs découvrirent les restes de Donald, encore dans son siège. Son casque était brisé et les analyses révélèrent l'impensable. Il avait été décapité par la violence du choc. L'énergie de l'impact, à plus de 500 km par heure, dépassait tout ce que le corps humain pouvait supporter. Sur les rives du Coniston, une simple plaque commémorative porte ces mots « Il a vécu pour la vitesse et il en est mort ». Lorsque le Bluebird Accept restauré fut exposé au musée en 2001, les organisateurs y placèrent Mr. Wapit, le petit ours porte-bonheur, à côté des débris. Il incarne le souvenir d'un homme prêt à tout risquer pour quelques milles de plus. Donald Campbell fut le dernier héros d'une ère de vitesse, une époque où l'on croyait que le courage pouvait triompher de la nature. Mais sa mort rappela au monde que les limites existent pour une raison, celle de nous maintenir en vie. Et parfois, quand le vent souffle sur les eaux calmes de Coniston, on dit qu'on peut encore entendre le grondement lointain du Bluebird Accept filant vers l'horizon, emportant avec lui le rêve et la tragédie d'un homme qui voulait aller trop loin. Le prix de la gloire, quand l'homme dépasse ses propres limites, les histoires de Bill Warner, Alex Harville, Audrey Mestre, Guy Garman, Nick Piantanida et Donald Campbell semblent à première vue sans lien. Chacun d'eux suivait un rêve différent. La vitesse, la connaissance, l'amour, la science, le ciel ou l'héritage. Mais tous avaient un point commun. Ils ont tout sacrifié pour atteindre l'impossible, et ils ont payé ce rêve de leur vie. Le monde moderne vénère les records, des chiffres inscrits dans le livre Guinness, des exploits devenus viraux, des images partagées par millions. Mais derrière chaque saut, chaque accélération, chaque tentative désespérée, se cache une ligne invisible entre la vie et la mort. Et peut-être que c'est précisément cette ligne qui nous fascine, parce qu'en la frôlant, l'être humain se sent plus vivant que jamais. Bill Warner, l'homme qui transforma sa moto en fusée, n'est pas mort par imprudence, mais par obsession de se dépasser. Alex Harville, jeune mari et père aimant, ne cherchait pas la gloire, seulement à prouver qu'un rêve d'enfant pouvait devenir réalité. Audrey Mestre, la plongeuse qui descendit dans les ténèbres pour l'amour, ne remonta jamais à la surface, rappelant que même la passion ne peut vaincre les lois de la nature. Guy Garman, médecin brillant, connaissait mieux que quiconque les limites du corps humain, et pourtant, il décida de les franchir. Nick Piantanida, simple chauffeur de camion au rêve immense, ne put jamais sauter du bord de l'espace, mais ses calculs inspirèrent les générations futures. Et enfin, Donald Campbell, né dans la légende de la vitesse, trouva la mort dans sa propre création, une explosion qui mit fin à l'ère des héros qui vivaient pour la vitesse, non pour la fortune, mais pour le frisson de défier la mort. Chacun d'eux portait une philosophie différente. Bill croyait que la vitesse était une forme de foi. Audrey croyait en la puissance de l'amour. Nick croyait que la volonté pouvait vaincre la science. Donald croyait que la gloire n'appartenait qu'à ceux qui osaient tout risquer. Mais tous finirent par découvrir la même vérité. Le prix de la grandeur, c'est la vie elle-même. Alors, on se pose une question, était-ce vraiment nécessaire? Un record vaut-il la peine qu'un père laisse 2 enfants, qu'une épouse perde son mari, qu'une équipe perde son ami? La réponse n'est pas simple.
car sans ceux qui osent affronter l'impossible, le monde n'avancerait pas. Sans eux, il n'y aurait pas de progrès, pas de rêve, pas d'étoile à atteindre. Leur courage ou leur folie a tracé la frontière de ce que signifie être humain. Aujourd'hui, la technologie a remplacé le danger. Les records se calculent en laboratoire, les risques sont anticipés, les erreurs supprimées. Mais malgré cela, l'homme reste le même, un rêveur, un combattant, un être qui veut toujours aller plus loin. Et c'est là, dans cette contradiction, que réside sa grandeur et sa tragédie. Ces histoires ne sont pas des avertissements à ne plus oser, mais des rappels. Le courage doit toujours s'accompagner d'humilité. La nature laisse parfois gagner, mais elle garde toujours le dernier mot. Le véritable héritage de ces 6 héros ne se mesure pas en chiffres, mais en passion. Ils sont morts jeunes, mais ils ont vécu avec une intensité que peu de gens connaissent. Car parfois, la gloire ne consiste pas à vivre longtemps, mais à vivre pleinement juste une fois, mais pour toujours. Lorsque l'on regarde le ciel, que l'on entend le grondement des vagues, ou que l'on contemple un lac immobile, on peut imaginer leurs silhouettes, Bill, Alex, Audrey, Guy, Nick et Donald, continuant leur voyage, quelque part entre le rêve et l'éternité. Ils ne sont pas morts. Ils sont devenus une partie de cette frontière que l'humanité cherche encore à franchir.